Salam alaikum. Asma, je vais vous faire une page histoire encore. Euh, bon, c'est relatif à mon bouquin et c'est une page qui concerne les naturalisés. Et je vais vous parler bien sûr en langue française, mais langue française de Tunisie, hein. Francophonie oblige. L'année prochaine, nous avons le sommet de la francophonie à Djerba. Donc, nous avons une langue française de Tunisie avec son accent, ses intonations, etc. Et je crois que ce serait dommage de perdre ce capital. Et donc, je vais vous parler dans cet accent de chez nous. Voilà. Alors, avant de vous parler des naturalisés, il y a une page que je n'ai pas évoquée dans le bouquin. Ça concerne l'affaire Basilio Cuecas. Cuecas, j'ai oublié son nom. En fait, c'est un grec de Tunis qui a failli faire une principauté. La principauté de Cuecas. C'est donc un grec de Tunis qui a acheté plus de 40 000 hectares. 40 000 hectares, ça fait 20 km sur 20 km. Et donc c'était un terrain à lui, c'était sa propriété. Et il avait fait appel à des milices marocaines à l'époque pour évacuer tous les habitants, tous les bergers, les tribus, vous voyez, qui vivaient sur cette terre, il voulait les évacuer. Et en fait, il voulait un domaine à lui tout seul, une sorte de principauté dans laquelle il choisirait qui il mettrait comme gens. Et puis, ce n'était pas possible, parce que cette région se trouve entre Kérouan et Sfax, donc c'était inévitable. Il y avait les Jlas qui passaient, il y avait les Souès qui passaient. Donc c'est pas possible de s'approprier le terrain, d'autant que dans la culture ancienne des Tunisiens, la notion de propriété est toute relative. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais le relative, c'est quelque chose. La notion de propriété est moderne. Il faudrait que je voie comment est-ce qu'on utilisait le droit coutumier autrefois par rapport à la propriété au sol, mais je crois qu'il n'y avait pas de cadastre, voilà, de tenue. La terre appartient à tout le monde. Donc il y a quelque chose de très original et qui est un peu à l'origine du désordre. Et Basilio Cuetas est venu, il a fait un cadastre, il a pris des terrains, il les a payés et il a dit c'est à moi. Et donc cette affaire-là se passe dans les années 1906 et nous avions un fameux Jean Jaurès qui a dénoncé cette attitude coloniale de ce gars qui s'approprie un terrain aux dépens des habitants. Donc je vous disais que Cuetas, il a fait appel à des milices, à des mercenaires qui venaient du Maroc. Donc vous voyez, c'est une très vieille tradition de hassak, de surveillance, de gardiennage, de militaires qu'avaient les Marocains. Et il les a utilisés pour évacuer les habitants qui habitaient sur son territoire. Finalement, ça va durer longtemps et ensuite il va réclamer ses droits au niveau du protectorat français et il y aura une certaine tolérance et puis je pense qu'il y aura un arrêt de la Cour de cassation dans les années 30, 1934, 1936, on peut voir les détails et on lui a enlevé le terrain, il a revendu, il a spéculé, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est une affaire intéressante qui concerne l'histoire de Tunisie, mais dans mon bouquin, moi, je ne voyais pas où placer une affaire qui concerne le sol, la propriété. Pour moi, c'est plus un récit historique, un récit d'histoire politique. Donc, c'est très difficile d'inclure. Je n'ai pas trouvé où je pouvais parler de cette affaire-là. Par contre, j'ai parlé des naturalisés. Alors ça c'est une affaire. L'affaire des naturalisés, vous savez, elle est peut-être à l'origine de l'éveil du nationalisme tunisien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de naturalisation? Vous savez qu'avec le protectorat, la France a adopté les lois françaises, c'est-à-dire que pouvaient acquérir la nationalité française les gens qui vivaient en Tunisie. Enfin, il y a un décret-loi de 1886-87 à peu près, et donc les habitants de Tunisie pouvaient acquérir la nationalité française.
et où il y avait aussi des conditions si on avait servi. Et donc après la Première Guerre mondiale, beaucoup de Tunisiens ont servi la France, et donc on leur a donné la nationalité française. Mais le bey de Tunis va désapprouver cette loi, parce qu'on parlait de réformer cette loi. En fait, on voulait faire plus de faveurs pour accéder à la nationalité française. Et qui c'est qui s'est opposé? C'est d'abord Tahar Haded. Tahar Haded, que vous connaissez, c'est le grand homme de lettres tunisien. Dans les années 1926, lui, il s'est opposé à cette loi sur la naturalisation en disant que c'était un attentat contre l'identité tunisienne. Le bey de l'époque aussi, s'était opposé à cette loi. Et donc ça, c'est une des erreurs de la colonisation française. La colonisation française n'enfante pas un pays. Elle veut créer la France en Afrique. Et vous voyez, c'est toute la différence entre dans les stratégies coloniales. Quand vous voyez par exemple un pays comme le Portugal crée des nations. Il crée des nations plus importantes que la nation mère. Et c'est ainsi que le Portugal a créé le Brésil, qui est un pays à lui tout seul. Et le Brésil est une colonie portugaise. Mais vous voyez, le pays s'est émancipé, donc il pratique la langue portugaise, il est attaché au Portugal bien entendu, on peut dire même quelque part c'est une mère patrie, mais ils sont brésiliens. Par contre, en Afrique du Nord, la France voulait créer la France d'Afrique. Elle n'a pas cherché à enfanter une nation algérienne, on vous dit Algérie française, on rajoute. Hein. Et c'est pareil, en Tunisie c'est un protectorat, mais c'est quand même la France, l'éducation française, la langue française, et donc c'est pas une nation annexe ou une nation sœur ou petite fille, ou etc. Et donc ça c'est un peu l'échec que l'on retrouve dans cette loi de la naturalisation. Et dans cette loi des naturalisations, qui va s'opposer à cette loi? Eh bien, ce sont les Destouriens. Les Destouriens refusent d'appliquer, de donner la nationalité française à des Tunisiens, même s'ils ont servi l'armée française, l'État français, etc. Donc il y a une identité française. Par contre, les minorités, les minorités italiennes, grecques, eux ont accédé à la nationalité française pour accéder aux tribunaux français, pour accéder au sol, à la propriété, et au tiers colonial aussi. Vous savez, quand on travaillait pour le service du protectorat, on touchait un tiers colonial, c'est-à-dire un tiers de salaire en plus, ce qui valait pour les minorités, mais ne valait pas pour les musulmans. C'est-à-dire que les Tunisiens qui travaillaient pour l'administration française, ils avaient les papiers français, mais ils ne bénéficiaient pas, les Tunisiens musulmans et israélites, eux ne bénéficiaient pas du tiers colonial parce que c'était des indigènes, enfin pas des autochtones, voilà, c'était des autochtones, et donc on ne leur donnait pas cet avantage de salaire, etc. Donc qui va s'opposer à ce phénomène de naturalisation? Ce sont les Destouriens. Alors, il faut que je vous mette dans le contexte des années 30. L'année 1930, à part que mon père est né cette année-là, eh bien, c'est le centenaire de l'Algérie française. Donc il y a une grande festivité. C'est aussi les festivités pour Saint-Augustin. C'est aussi le congrès eucharistique de Carthage. Le congrès eucharistique de Carthage, c'est un événement mondial qui rassemble les catholiques du monde entier et qui est organisé donc à Carthage en 1930. Alors l'événement est grandiose, mais les conséquences vont être extrêmement néfastes pour le sentiment des Tunisiens, parce qu'ils auront l'impression que c'est une nouvelle forme de croisade. Parce que ce congrès n'hésite pas de parler de résurrection de Carthage chrétienne. Quelle Carthage chrétienne? Carthage, elle est romaine, elle n'est pas chrétienne. Et donc, et qui c'est qui va s'y opposer? C'est Mussolini. Mussolini dit, mais elle n'est pas chrétienne, elle est romaine. Carthage est romaine. Et donc une anecdote par rapport à Mussolini, il y avait un bateau d'Italiens, ou un bateau, ou je ne sais plus, en tout cas de pèlerins, de gens qui devaient aller à Carthage,
et qui transitaient par Naples, et ils ont été retenus pendant plusieurs jours pour les empêcher d'assister au congrès eucharistique de Carthage de 1930. Donc ça c'est l'anecdote. Et donc vous voyez que il y a le christianisme, bien sûr, la France exploite le côté religieux pour, pour faire adhérer toutes les minorités latines. Et vous savez aussi, donc c'est l'année aussi du cardinal Lavigerie, dans lequel on vous met une grande statue. Vous avez sûrement vu ces cartes postales à l'entrée de Bebharrak, avec la statue du cardinal Lavigerie qui est en train de baptiser les gens, je ne sais pas trop quoi, en pleine entrée de la Médina de Tunis. Donc vous voyez, ça a été très très mal perçu. En tout cas, la perception, c'était de dire, mais vous ne pouvez pas nous christianiser, vous ne pouvez pas nous rendre chrétiens, nous sommes des musulmans. Et donc, il va y avoir les effets indirects de ce congrès eucharistique, les conséquences vont être négatives. Au début, c'était très positif, parce que je vous disais, c'est un événement mondial, mais le discours était idéologique, idéologue, enfin, il cherchait à récupérer la religion au nom de l'Empire français, et les Anglais ne sont pas venus. Les Anglais ne voulaient pas trop se mêler à ce congrès. Donc je vous rappelle aussi que ce congrès, en 1929, il a eu lieu à Sydney. Ça a été grandiose. 2 ans auparavant, c'était Chicago. Donc vous imaginez bien un congrès eucharistique, donc un congrès à Carthage. C'était une première pour l'Afrique. Et il faut savoir que ce congrès était prévu à Beyrouth. Parce qu'à Beyrouth, il y a une communauté chrétienne importante et très religieuse, etc. Mais les organisateurs, donc Pie XI, je crois, et je ne sais plus qui d'autre, sont dit non, on ne va pas aller chez le fanatisme des gens de là-bas, ils sont toujours en guerre, etc. Allons dans notre paisible Tunisie, à Carthage, les gens sont tolérants. Et donc on a décidé de le faire à Carthage, et on a restauré le théâtre de Carthage, on a restauré les monuments, on a dessiné cette belle avenue que vous voyez, cette belle rue qu'on a élargie, hein, et on a fait des fouilles. Donc ça a été intéressant dans un premier temps, et puis dans un second temps, on a quand même affronté un peu la sensibilité des Tunisiens. Et donc on a eu l'impression que c'était une nouvelle croisade, et voilà. Et donc le souvenir va rester négatif, parce qu'on a voulu marquer à la fois l'Empire français, à la fois l'idéologie religieuse, l'idéologie catholique. Et ceux qui s'y opposaient, c'était les Italiens en partie, c'est surtout Mussolini, parce que Mussolini, lui aussi est un impérialiste, hein, donc c'est quelqu'un qui veut dominer en Méditerranée, et il est en compétition avec la France, il est en concurrence avec la France. Les Anglais, eux, sont très timides, ils sont occupés, ils ne peuvent pas venir, mais il y a de nombreuses minorités chrétiennes en Tunisie, lesquelles adhèrent, et donc elles accèdent à la nationalité française. Elles trouvent un avantage à prendre la nationalité française, alors que les Tunisiens musulmans ont une pression des Destouriens. Et il faut savoir aussi, en 1931, il y a un autre congrès, c'est le congrès de Jérusalem, c'est le congrès panarabique de Jérusalem, dans lequel, dans une des recommandations, on dit il ne faut pas donner la nationalité française à des musulmans en terre d'islam. Donc on confond la notion, enfin on ne confond pas, à l'époque c'était l'identité, hein. La nationalité correspond à l'identité, donc donner une nationalité française à des musulmans, ce n'était pas acceptable, et donc il y a une recommandation assez sévère du congrès de Jérusalem, qui a eu lieu l'année d'après, donc en 1931, et en conséquence, le recteur de Jamal Zitouna, qui s'appelait Ben Achour, j'ai oublié son prénom, lui, non, c'est pas lui, c'est peut-être quelqu'un d'autre, je m'excuse, je me trompe sans doute. En tout cas, il y a eu une fatwa qui interdisait l'enterrement des musulmans naturalisés français. Donc les naturalisés français ne pouvaient pas être enterrés dans un cimetière musulman, au Gelez entre autres. Et donc on a eu l'affaire Mohamed Ben Amran, je crois, ou Mohamed Sherif, je ne sais plus quoi, et on s'est opposé à son enterrement en
en cimetière musulman et tous les naturalisés ne pouvaient pas être enterrés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant je vous parle de Ben Achour, qui était un éminent, le cheikh Ben Achour. Lui a dit, écoutez, s'il y a une rédemption, on va accepter de l'enterrer. Mais et il y en a un autre qui est beaucoup plus sévère, c'est Mohamed Béchir Naïfer, qui lui était le cheikh de Jama Zitouna, qui lui il a dit non, niet. Il était beaucoup plus sévère, ce sont des apostats, il est hors de question, ni rédemption, ni walou. On ne les enterre pas en cimetière musulman. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû enterrer les naturalisés dans des cimetières spéciaux. Et alors là, c'était les cimetières de la honte. Ils n'étaient pas au moment où ils décèdent, au moment où ils ne sont plus là, au moment du repos éternel. Et à ce moment-là, tu les dégages et tu les méprises. En fait, ce sont des chefs de famille, d'honorables familles qui ont travaillé, qui ont bossé, qui ont travaillé au service du protectorat. Mais le protectorat, c'était le gouvernement local de l'époque. Et d'ailleurs, les Tunisiens ont revendiqué une participation plus importante dans l'autorité du gouvernorat et du protectorat, du gouvernement, etc. Donc c'est une revendication légitime. Mais du coup, ces gens-là, lorsqu'ils décédaient, c'est assez lâche de les empêcher, de leur nier leur religion musulmane. Et alors, par rapport à ça, quelle était la position de Bourguiba? Bourguiba, Afrit, Mzawar, c'est un homme très malin. Je veux dire, on a quand même eu la chance d'avoir un bonhomme très malin, très intelligent. Et d'un point de vue droit, Bourguiba s'opposait à ce principe que l'on n'enterre pas des musulmans en cimetière musulman. Il ne l'acceptait pas. Mais il va soutenir les Destouriens. Pourquoi? Parce que c'est le côté sacré et c'était la façon de faire reculer l'autorité du protectorat. Et ils vont réussir parce que aucun naturalisé ne sera enterré dans des cimetières musulmans. Et alors on va même enterrer des gens pendant la nuit, en cachette. Et quand on va découvrir la réalité, on va les déterrer et on va ressortir les cadavres. Et il est hors de question de... Donc vous voyez, Bourguiba n'approuvait pas, mais il approuvait cette opération de boycott uniquement dans le but de perturber cette autorité du protectorat, parce que c'était son but quelque part. Voilà. Donc cette affaire des naturalisations, je crois qu'elle est essentielle dans la prise de conscience de l'identité, du patriotisme, du nationalisme, de l'activisme tunisien, nationaliste, musulman, etc. Et puis en même temps, c'est le moment où je vous dis l'échec de la société française, c'est que la société française veut créer une France d'Afrique. Et donc elle a fragmenté la population tunisienne. Et dans cette population tunisienne, il y a des Grecs, il y a des Maltais, il y a des Italiens, il y a de nombreuses minorités. Et en fait, pour avoir des droits, il faut être français. Donc la France n'a pas contribué à la création d'une nation tunisienne. Et avec ce fameux congrès eucharistique, avec l'action du cardinal Lavigerie, avec toute cette action de la France, fille aînée de l'Église, le mythe, donc l'idée du christianisme latin, va faire que toutes les minorités vont se prendre facilement dans la société française. Donc il y avait des Russes, il y avait des Bulgares, il y avait même des Syriens. Et donc ces gens-là vont accéder à la nationalité française. Par contre, les musulmans ne pourront pas le faire par identitarisme, par identité, par orgueil, par interdiction des Destouriens. Et ça a été une grande honte pour ces grandes familles d'avoir leurs parents qui ne pouvaient être enterrés nulle part ou être enterrés dans le cimetière, dans le parc de la Heshma. Je ne sais plus comment on appelle ce lieu spécial où ont été enterrés les naturalisés. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore sur cette affaire de naturalisation? Je parlais de Bourguiba qui était malin.
même s'il désapprouvé, il entendait l'intérêt stratège pour faire avancer ses pions, et il va soutenir donc les Itouniens, il va soutenir les anciens du Destour, jusqu'en 1934, où en 1934, il y aura une rupture au sein du Destour entre les néo-destouriens et les anciens destouriens, et Bourguiba va prendre la tête du néo-Destour. Voilà, je vous ai déjà parlé des années 30, hein, de la crise de 29, je vous ai parlé des grèves, de ces perturbations qu'il y a eu dans les années 1936, je vous ai parlé du 9 avril 1938, etc. etc. Donc je ne vais pas rallonger. Je voulais juste parler de cette question des naturalisés. Oui, voilà ce que je voulais dire, c'est que l'attitude française a fragmenté la population tunisienne. Elle a fragmenté avec l'outil religieux. Vous voyez? Et donc les chrétiens, pourtant ils étaient orthodoxes, ils étaient grecs orthodoxes, ils étaient arméniens, ils étaient les Russes aussi, c'est un christianisme un peu spécial, etc. Les Italiens aussi ont une religion chrétienne qui ressemble à l'islam, vous savez. Hein. Bah, oui, hein, vous regardez les églises romaines et regardez les mosquées musulmanes, il y a beaucoup de proximité. Hein. Et donc l'Église catholique de France, qui manipule bien sûr le pape, hein, bien sûr, puisqu'elle elle se veut internationale. Donc il va y avoir une fragmentation dans cette population. Une partie de la population va peu à peu adhérer à la nationalité française, et donc nous sommes dans les années 30, et ce sont ceux qui feront les pieds gris de Tunisie, pour ne pas dire les pieds noirs d'Algérie. Donc ce sont ces Français de Tunisie qui avaient des origines maltaises, chypriotes, bulgares, russes, polonaises, etc. Alors, dans ça... Oh là là, je vais arrêter. Voilà, bon, je vais peut-être arrêter là, arrêter la vidéo, oui. Allez, je pense que j'ai fait à peu près... Ce que je voulais dire, c'est que juste l'identité tunisienne a été fragmentée par cette attitude de vous faire une nation française, et donc c'est la naissance du patriotisme, du nationalisme tunisien, qui va conduire à une fragmentation de la population tunisienne, qui ne se retrouvera pas dans une nation unie, commune. Et moi, pour moi, ce point est sensible. Pourquoi? Parce que quand nous arriverons à l'indépendance, vous savez que nous sommes un pays qui s'est privé de son élite, de sa bourgeoisie, de ses entrepreneurs. Donc, vous vous rendez compte qu'un pays se développe, il devient indépendant et il se coupe de son élite. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas devenus la Corée du Sud ou une grande puissance mondiale, puisqu'on a perdu notre bourgeoisie qui prend des initiatives, qui développe, qui améliore le pays, et on s'est retrouvé sans élite avec des analphabètes qui dirigeaient le service de l'armée ou qui prenaient des pouvoirs, etc. Donc à l'exception de Bourguiba, qui était un homme cultivé, beaucoup de gens dans son gouvernement, il nommait des gens qui venaient de nulle part. Hein. Et donc, dans le livre, je cite plusieurs exemples pour vous parler de gens qui ne prenaient pas leur fonction politique, qui n'ont jamais tenu leur fonction politique, mais ils tenaient à leur salaire avec des vacances allongées de 6 mois sur l'année, hein, carrément. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.